Au menu de 21e siècle. Au Nicaragua, le théâtre pour exorciser la violence quotidienne. Elles ne sont pas seules et elles ont besoin de briser le silence, de ne pas se laisser maltraiter. Libérer les femmes du fléau de la violence domestique. Les algues, une nouvelle ressource en Indonésie. Avant, je n'avais pas un revenu suffisant pour que mes enfants aillent à l'école. Mais avec l'algue, les enfants peuvent aller à l'université. Ils étaient autrefois pêcheurs, aujourd'hui ils cultivent les algues. La lutte, la solitude, le travail, histoire d'un immigré. Je dis toujours que la première génération ici ne fait que travailler. Travailler, travailler, comme une machine. À New York, un homme rêve d'une vie meilleure pour ses enfants. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. La violence contre les femmes, une triste vérité au quotidien. Ce n'est pas seulement une souffrance morale et physique qui détruit des vies, c'est aussi pour des millions de femmes l'impossibilité de vivre libre et égale. Au Nicaragua, des groupes de femmes ont décidé de monter sur les planches pour dire leur douleur et se battre contre ce fléau. Un texte poignant de violence. Une réalité pour beaucoup de femmes. Nous sommes au Nicaragua. Ces artistes viennent des quartiers les plus pauvres de la ville de Lyon. Les rires voilent à peine leur nervosité. C'est leur dernière répétition avant la première de leur spectacle. À travers tout le pays, des troupes de théâtre comme celle-ci s'entraînent avant la représentation. Ici, par exemple, dans ce petit village dans les collines du nord-ouest du Nicaragua, cette troupe, Capullo, s'apprête à jouer devant les habitants. Ces acteurs et les femmes de Lyon ont un point commun. Ces artistes veulent réveiller les consciences sur la plus grande menace qui pèse sur les femmes et les jeunes filles du pays. La violence que leur partenaire ou un membre de leur famille leur inflige au quotidien. Elles ne sont pas seules et elles ont besoin de briser le silence, de ne pas se laisser maltraiter. Nous avons les mêmes droits que les hommes. Gretel Enid Robleto est l'une des membres de la troupe de théâtre appelée Les Femmes du Sud-Est de Lyon. Ensemble, ces femmes ont écrit une pièce inspirée de leur expérience personnelle de la violence. Une violence que Gretel a endurée pendant 9 ans de mariage. Il me traitait mal, il me battait tous les jours. Il a laissé des traces sur ma tête. J'ai une cicatrice au sourcil, 18 points de suture. Et je ne savais pas où aller pour demander de l'aide. Je me sentais prise au piège. Ce qui l'a sauvée, nous confie Gretel, c'est de faire partie de cette troupe de théâtre. Avant, je ne pouvais pas m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Maintenant, je peux parler, je peux rire. Ces pièces de théâtre nous ont aidés, nous toutes les femmes pionnières, à surmonter ce que nous avions à surmonter. Gretel et ses compagnons de troupe ne se voient pas comme des acteurs, mais comme des promoteurs, les avocats d'une cause. Tant que la violence ne cessera pas, les femmes ne pourront pas vivre comme des citoyens égaux dans leur pays. C'est notre travail de sortir et de leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'elles doivent briser leurs chaînes, dire non à la violence, ne pas se laisser maltraiter ou frapper, ni psychologiquement, ni verbalement. D'après les estimations des Nations Unies, entre un tiers et la moitié des femmes du Nicaragua ont souffert au moins une fois dans leur vie de la violence masculine. Et le pays a la deuxième plus forte incidence de violence domestique de la région. L'Amérique centrale, l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les femmes, la violence contre elles est un mal endémique.
Nous toutes, nous avons souffert de cette violence, même lorsque nous avons commencé à nous impliquer dans cette lutte l'an dernier. Certaines d'entre nous étaient encore maltraitées par leurs partenaires. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons laissé cela derrière nous. Daniel Pulido est artiste et le metteur en scène de cette pièce jouée par des femmes. Son projet est d'utiliser le théâtre comme un outil dans la lutte contre cette violence. Il veut impliquer des groupes de femmes, mais aussi toutes les troupes de théâtre du pays. Le théâtre est très dynamique. C'est amusant. Les gens savent que quand ils vont voir une pièce, ils vont prendre du plaisir. Et c'est grâce à ce divertissement, pense-t-il, que le public peut s'ouvrir, écouter, réfléchir aux thèmes abordés par ces pièces. Quand une pièce marche, vous avez l'attention du public. Les gens vont s'identifier avec les personnages. C'est un moyen d'influencer en profondeur l'attitude, le comportement des gens. C'est là que vous devez réellement commencer à changer les choses. Changer les choses pour qu'un jour les femmes soient enfin libérées de ce cycle de la violence. Sans cette libération des femmes, pas de réelle démocratie au Nicaragua, une démocratie pourtant chèrement acquise dans les années 70 et 80. Vous ne pouvez pas parler de démocratie, une démocratie réelle ou valable, s'il n'y a pas d'égalité. Et si les droits des femmes ne sont pas inclus dans ce système. Voilà pourquoi Daniel a pu recevoir l'appui du Fonds des Nations Unies pour la démocratie. On compte aujourd'hui 10 troupes de théâtre qui jouent ces pièces à travers le pays. Chaque représentation est suivie d'une discussion avec le public, des conversations animées comme ici, après la pièce de la troupe Capullo, où un homme torture sa femme. Et après la performance du groupe Bosque Negro, qui montre la brutalité d'un homme violent avec sa femme et incestueux avec sa fille, les commentaires du public montrent que le message a été entendu. Il y a trop de violence, beaucoup trop, des hommes contre les femmes. Nous devons nous rappeler la loi qui a été votée et défendre le sexe féminin. C'est ce qui se passe vraiment dans la vie. Nous, les femmes, ne devrions pas rester silencieuses. Nous devons témoigner de ce qui se passe, à la maison et dehors. Byron n'a que 19 ans. C'est lui qui incarne le mari et père abusif. Il pense que sa génération doit être consciente de ce problème. C'est important que la jeunesse d'aujourd'hui commence à penser différemment. Parce que peut-être que les personnes plus âgées ne comprennent pas ou ne veulent pas changer, mais nous, les jeunes qui grandissons encore et commençons dans la vie, nous pouvons envisager les choses différemment et construire un nouveau monde à partir de ça. Une vision que partage Alba Luz Ramos. Elle est présidente de la Cour suprême de justice. Je pense que si les enfants peuvent être sensibilisés à cette question, cela va changer leur vision de la vie. Et cette idéologie selon laquelle les femmes devraient supporter cette violence parce qu'elle fait partie de leur vie ou de leur destinée, cela va changer. Alba Ramos a participé à la mise en place d'une nouvelle loi destinée à faire reculer la violence contre les femmes au Nicaragua. Elle est entrée en vigueur en juin 2012. Une loi qui reconnaît le féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme par un homme comme un crime. 46 cas enregistrés rien que pour les 3 premiers mois de 2014. Pour beaucoup, cette loi est arrivée trop tard. Mais Ramos nous explique la portée de ce texte. C'est une loi contre la violence faite aux femmes qui englobe toutes les formes de violence, que ce soit dans la sphère publique ou privée, et qui inclut la prévention, des sanctions et s'attaque au processus de la violence, ses racines, pour vraiment éliminer la violence et pas seulement la punir. Car la violence est une chaîne, et si nous ne brisons pas cette chaîne, nous n'arriverons jamais à rien.
En outre, la loi stipule que la police, souvent le premier recours pour les femmes victimes de violences, doit enquêter sur tous les cas supposés de violence. Dans le passé, les réticences de la police à intervenir ont découragé les femmes à dénoncer les abus. C'est ce que nous explique Arlène Alvarez. Elle est inspectrice. Nous sommes autorisés à émettre un ordre de détention immédiatement après le dépôt d'une plainte, du moment qu'il y a une preuve. Les femmes se rendent compte désormais du danger de ne pas porter plainte, car nous allons faire le suivi, rendre visite à cette femme, documenter l'affaire et poursuivre. Et c'est exactement de cela dont il s'agit dans la pièce de Gretel et de la troupe des femmes du sud-est de Lyon. Certaines d'entre elles ont subi la discrimination, l'incrédulité de la police lorsqu'elles essayaient de signaler des abus chez elles. Elles ont voulu en parler dans leur pièce. Pour insister sur ce point, une telle réponse de la police est aujourd'hui non seulement inacceptable, mais illégale. Et Gretel veut diffuser ce message bien au-delà de la scène d'un théâtre. Avec l'inspectrice Arlène, qui dirige l'unité de police locale de lutte contre les violences faites aux femmes, elle se rend chez une victime pour lui parler, tenter de comprendre pourquoi elle n'a pas porté plainte. Elle est abusée depuis qu'elle a 13 ans. Son mari là-bas. Pourquoi elle a supporté ça pendant si longtemps? Une partie de moi le comprend parce que j'ai aussi vécu avec la violence. Ce que nous voulons, c'est suivre cette affaire, lui apporter du soutien, lui rendre visite. Parce qu'elle n'est pas toute seule. La loi est là pour aider les personnes comme elle. Un message qu'il faut répéter, comme ici, au Festival national de théâtre, qui réunit les troupes et les militants de tout le pays. Ce festival, c'est l'espoir. L'espoir que le message va se répandre, que la nouvelle loi va garantir les droits de toutes les femmes du Nicaragua, que ces femmes vont pouvoir vivre, enfin libérées de la violence. Pour nous, c'était l'une des plus belles expériences de notre vie. Parce que le public a applaudi et a dit « Quelle superbe pièce !» Qu'on la trouve dans les sushis ou les soupes, l'algue fait désormais partie de la gastronomie mondiale. Elle est aussi, pour certaines régions, une nouvelle ressource. Nous vous emmenons à la rencontre des pêcheurs de Papouasie occidentale. Pour eux, la récolte des algues, c'est l'espoir d'une nouvelle prospérité économique. Ce que vous mangez peut avoir un impact jusque dans les régions les plus reculées du monde. Les sushis, par exemple. L'algue qui entoure le riz, plus précisément. Pour certaines populations, elle représente la différence entre la pauvreté et une vie confortable. À 3000 km de la capitale indonésienne, Jakarta, la Papouasie occidentale, une région ravagée par les guerres pendant des décennies, difficile à atteindre, très pauvre. Ici, quelque chose a changé. Cette femme est acheteuse pour l'une des plus grosses firmes de transformation d'algues du pays. Les communautés côtières ne sont plus des communautés marginalisées. Elles ont une grande opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Et l'une des solutions, c'est l'algue. Iska Kindrayanmi n'était jamais venue jusqu'ici. Mais elle a entendu dire qu'une algue de très bonne qualité était produite ici, cultivée par des fermiers comme Assam Basri Eremba. Il était pêcheur autrefois. Une activité difficile, insuffisante. Impossible de pêcher toute l'année ici. J'avais des problèmes lorsque la saison des pluies arrivait. C'est très difficile parce qu'il y a des vents forts, de grosses vagues. C'est très compliqué de pêcher. Alors en 2010, Assam Basri a décidé de se lancer dans la culture des algues.
il a pu compter sur l'aide du Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole. Les villageois ne savaient rien des algues. Mais Abdul Halik Golap, pêcheur lui aussi, savait. Il a transmis les techniques de culture à tout le village. Assam et Abdul Halik gagnent aujourd'hui 4 fois plus qu'autrefois. Avant, je n'avais pas un revenu suffisant pour que mes enfants aillent à l'école. Mais avec l'algue, mes enfants peuvent aller à l'université. Aujourd'hui, les villageois peuvent travailler tout au long de l'année. Et leurs revenus vont probablement augmenter car Iskak, l'acheteuse, est très impressionnée par ce qu'elle découvre. Si la communauté accueille notre proposition de travailler ensemble et peut produire suffisamment d'algues ici, nous pouvons construire une relation durable avec eux. Ils deviendront un partenaire de la compagnie pourra compter sur eux. En 2012, l'Indonésie a exporté des algues pour une valeur de presque 180 millions de dollars. Le pays est devenu le plus grand producteur au monde. Assam, notre fermier, a de quoi être confiant. Lorsque la compagnie collaborera directement avec nous, le village tout entier va changer. Nous pourrons construire de plus belles maisons, nous pourrons étendre nos cultures pour accroître l'activité. L'algue a changé la vie de Assam et du village tout entier. Sans perdre de temps, Assam a embauché toute la famille dans l'entreprise. J'espère qu'en apprenant à mes enfants comment cultiver les algues, ils pourront le transmettre à leurs enfants. C'est mon objectif. Ils sont des millions chaque année à quitter leur pays pour une vie meilleure. Mais le fantasme d'un pays de cocagne se heurte souvent à une de réalité. Nous partons à la rencontre de Jay. Depuis 15 ans à New York, il ne fait que travailler pour ses enfants. Écoutons d'abord. Souvenez-vous de le garder dans le frigo. Pour moi, le durian, c'est ce que je fais pour vivre. C'est ce qui me rend spécial. Je m'appelle Jay Fang et j'ai 41 ans. Je suis vendeur de durian à New York. Ça fait 14-15 ans que je vends des durians. Le durian est un fruit tropical. Il vient des régions chaudes comme la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge, des zones chaudes. Je l'appelle le fruit super énergétique. En ce moment, sur le marché, les jus énergétiques sont très populaires. Le durian est 10 fois plus fort et il est naturel. Le premier jour, quand je suis descendu de l'avion, je ne comprenais même pas l'anglais. Je n'avais pas d'amis, personne à qui parler. J'ai été directement envoyé à Long Island. Là-bas, vous n'avez jamais vu aussi peu de Chinois. Vous allumez la télé, vous ne savez pas ce qu'ils essaient de vous dire. Pas de divertissement, pas d'amis, rien. Je pleurais tous les jours. Je m'enfermais dans la salle de bain, je ne voulais voir personne. Tous les immigrants qui viennent dans ce pays, ce n'est pas qu'ils veulent vraiment abandonner leur patrie. Ce n'est pas qu'ils pensent vraiment que les États-Unis, c'est mieux. Je peux dire que 100% d'entre nous, nous avons tous le mal du pays. Notre pays nous manque à tous.
Vous avez vos proches, votre propriété, vous avez tout dans votre pays. Je n'ai pas très envie de le dire, mais si vous avez le choix, ne venez pas ici. Je dis toujours que la première génération ici ne fait que travailler. Travailler, 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 comme une machine. Je fais le trajet jusqu'à Chinatown vers 7h30, 8h, et c'est comme ça que je commence la journée. On ferme à 8h, 8h30 tous les jours. Ça me prend une autre heure de train jusqu'à la maison. Et il est déjà 9, 10 heures. C'est comme ça chaque jour, presque toujours pareil. Je n'ai pas pris de vacances ou de congés ces 15 dernières années. On a un jour de congé, chaque mardi, comme tous les New-Yorkais, un jour de congé par semaine. 80% de mes clients réguliers, ce sont surtout des Chinois. J'ai aussi des clients qui viennent acheter du durian parce que les sensations de leur pays leur manquent. J'achète toujours à ce stand parce que ma femme est malaisienne. Elle se souvient de l'expérience de sa jeunesse. Elle m'a dit qu'elle allait avec des amis récolter le durian. Elle m'a dit comme c'était dur et plein d'autres choses. Garantie, le meilleur durian, chacun d'entre eux, niveau superstar. J'ai des gens qui viennent d'un autre état, ils regardent la télé ou YouTube et ils ont vu mon stand et ils savent ce qu'est un durian. Ils l'appellent le fruit qui pue. Un groupe entier de personnes vient à mon étal de fruits. Ils achètent le durian et voient qui tient le coup. Ils le mangent là et certains vomissent, d'autres adorent. C'est presque comme une compétition quand vous allez au bar pour voir qui va être sous le premier. C'est la même chose, voir qui va vomir le premier. J'ai des clients qui m'achètent un durian, ils vont dans le métro et tout le monde les regarde et dit « Mais bon sang, d'où vient cette odeur ?» C'est très embarrassant. Alors j'ai pensé à un moyen d'éviter que ce problème se reproduise et j'ai une machine pour sceller les sacs. Une fois que j'ai ouvert le durian, je l'enferme pour tout le monde. On a beaucoup de femmes asiatiques. Elles sont mariées à des hommes blancs. Je pense qu'elles ont un peu le mal du pays. Alors elles passent à mon stand de durian, elles voient ça, elles en achètent un pour la maison. Et une fois qu'elles arrivent, elles veulent le partager avec leur mari blanc. Et l'odeur, le goût de ça rend leur mari fou. Il y a une femme qui est revenue et m'a dit « Ok, mon mari a banni le durian de la maison. Il m'a dit de ne plus jamais acheter et rapporter du durian à la maison. Si tu veux en manger, va le manger dans la cour. » Je ne veux pas que mes enfants fassent la même chose que moi. Je veux qu'ils réussissent. Docteur, par exemple. Donc je vais les soutenir pour atteindre leur but. Dans 10 ou 20 ans, je veux qu'ils puissent me soutenir en retour. Comme ça, je n'aurai plus à travailler. Je veux prendre ma retraite. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legré de la Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.